Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis minimaliste depuis plusieurs années avec ma famille. J'ai 3 enfants qui ont 12, 14 et bientôt 16 ans. Et ensemble, nous vivons une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Et sur ce podcast, je partage avec vous les astuces, les méthodes et les réflexions que je peux avoir sur le minimalisme pour vous aider à vous alléger votre quotidien. Vous pouvez trouver des épisodes solo, des épisodes avec des invités et des épisodes bonus qui durent un petit peu moins longtemps. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et si vous me suivez depuis un petit moment, merci de votre fidélité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle des différents types d'encombrements, en tout cas des plus importants et ceux qui peuvent nous gêner au quotidien. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comment repérer les types d'encombrement dont on peut souffrir? Avant de commencer ma liste, c'est bien de revenir à la base. C'est quoi l'encombrement? C'est tout ce qui nous empêche de nous sentir sereins ou en contrôle, ce qui nous empêche d'avancer ou d'atteindre nos objectifs. En tout cas, moi, c'est ma définition et c'est à partir de cette définition que je vais essayer de faire la liste des 4 types d'encombrement qui nous prennent la tête le plus au quotidien. Je vais commencer par le premier type d'encombrement, celui qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'encombrement matériel. Car oui, on peut avoir trop de choses chez nous et ne pas s'en rendre compte. Je vais faire la liste un petit peu des symptômes, des choses qui devraient vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire que vous souffrez d'encombrement physique. Plus on coche de critères, plus l'encombrement est important dans notre maison. Un des premiers symptômes, un des plus courants, c'est qu'on met du temps à retrouver les choses. Je ne parle pas que de vos clés, mais je parle d'outils quand on a envie de faire du bricolage ou même d'ustensiles dans la cuisine ou même nos vêtements. Si on passe beaucoup de temps à trouver les choses et à les chercher, c'est qu'on a trop de choses dans la maison. Un autre symptôme de l'encombrement physique, c'est qu'on est la seule personne à trouver les objets ou à savoir où ça va. Vous savez, l'incessant « maman, où est-ce que ça se trouve ?» Ici, encore je dis « maman, je suis gentille », j'essaie d'épargner certaines personnes. Quand on n'a pas assez de place, les objets n'ont pas de place attitrée, peut-être que ça change assez régulièrement et du coup les enfants n'ont pas le temps de s'y habituer et peuvent perdre un petit peu en autonomie à cause de ça. Un autre symptôme, c'est l'accès des objets qui est rendu difficile. On doit bouger certains objets avant de pouvoir accéder à ce qu'il y a derrière. Ça arrive souvent dans la cuisine ou alors dans des placards qu'on n'utilise pas très souvent ou des placards par exemple comme le linge de maison. Si on a beaucoup de draps, beaucoup de serviettes et qu'on veut avoir telle ou telle serviette en particulier, si tout tombe quand on essaye de sortir quelque chose ou qu'on doit jouer à Tetris pour essayer de trouver ce qu'il y a derrière, c'est un petit signe d'encombrement. Un autre signe qui ne manque pas, c'est que les choses sont mal stockées. Donc, c'est-à-dire que c'est dans des endroits inappropriés parce qu'en fait, on n'a pas de place pour les mettre ailleurs. Donc, ça finit peut-être au grenier ou à la cave. Donc, ça va peut-être prendre l'humidité. Peut-être qu'on est dans des contenants qui ne sont pas adaptés. Les choses vont se déformer. Je pense par exemple à des chaussures, à du textile, à des chapeaux, ce genre de choses. Donc, quand on retrouve des choses un petit peu abîmées après une longue période de stockage, c'est qu'on a trop de choses chez nous et que on met pas les bons objets au bon endroit de la bonne manière. Un autre signe qui ne trompe pas non plus, en tout cas moi ça a été le plus gros signe qui m'a poussé à faire mon premier gros désencombrement initial avant de basculer dans le minimalisme, c'est qu'on met du temps à ranger et à nettoyer. Plus on a d'objets à s'occuper, forcément, plus on va mettre du temps à s'en occuper. Si on va dire qu'un objet prend 10 secondes à épousseter, un objet ça va, mais si on en a une 50aine sur une table, forcément ça prend beaucoup plus de temps. Et enfin, le dernier signe, un des derniers signes, parce que bien sûr, il y en a beaucoup, je pourrais, je pense, faire tout un épisode sur les symptômes de l'encombrement physique, mais un des plus classiques, c'est qu'on se sent oppressé. On s'assoit le soir dans son canapé et on a l'impression d'être un petit peu pris d'assaut par tout ce qu'on voit, tous les objets sur lesquels notre regard se pose. On est sensible à ce qu'on appelle les bruits visuels. J'en ai fait tout un épisode sur les bruits visuels, si vous voulez en savoir plus. En gros, chaque objet que l'on pose, que l'on a devant nos yeux, nous envoie un message, que ce soit range-moi, nettoie-moi, souviens-toi de moi, quel que soit le message. Et quand on a beaucoup d'objets, c'est comme si on avait plein de petits haut-parleurs allumés et ce bruit-là peut être assez dérangeant ou assez fort. Ceci est une liste non exhaustive, mais voilà les principaux signes d'encombrement physique. Bien entendu, tout cet encombrement a des conséquences sur notre santé physique, sur notre santé mentale, des fois sur nos finances également. Et si vous voulez avoir des solutions pour vous débarrasser de votre encombrement physique, je mettrai en lien dans la description de l'épisode certains épisodes qui pourront vous aider à faire le tri de manière efficace.
Le deuxième type d'encombrement qu'on peut avoir dans notre vie, dans notre quotidien, c'est l'encombrement digital. Là encore, comment le repérer? Comme première chose, comme pour l'encombrement physique, on ne retrouve pas les choses. Donc on ne retrouve pas facilement les photos, on ne retrouve pas facilement les documents, on ne retrouve même pas facilement les applications qu'on peut avoir sur notre téléphone. Donc les choses ne nous sautent pas à la figure ou alors elles sont mal classées. Et même quand les choses sont bien classées, même si on a des jolis petits dossiers pour chaque photo, si on en a trop, on aura du mal à les retrouver. Un autre symptôme de cet encombrement digital, c'est qu'on met du temps à choisir dans notre liste Netflix les films ou les séries qu'on a envie de regarder, parce qu'en fait, on a stocké. Oh, ça, je le regarderai peut-être un jour. Et du coup, on a une liste énorme. Je dis Netflix, mais je suppose que c'est la même chose sur Disney+, ou sur les autres plateformes. C'est peut-être qu'il y a trop de choses dans votre liste de choses à regarder ou à écouter. C'est la même chose sur Spotify, sur vos plateformes d'écoute de podcasts. C'est un des signes qui pourrait vous dire qu'il faut commencer à faire le tri là-dedans. Un autre symptôme, c'est que nos appareils ne fonctionnent pas à plein régime. Alors, ils sont peut-être vieux, certes, mais souvent nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes et autres appareils électroniques qui stockent des datas sont ralentis au bout d'un moment quand on a trop à l'intérieur. Donc, faire un très grand tri et puis recommencer à zéro, tout bien cleaner dans l'ordinateur. Si vous savez pas le faire vous-même, il y a des gens qui peuvent le faire à votre place. Je vous encourage à faire ce tri régulier ou à le faire faire. Un autre signe de notre encombrement digital, c'est qu'on a du mal à contrôler l'usage digitaux des enfants. L'encombrement, bien entendu, n'est pas la seule raison pour laquelle nos enfants sont sur nos écrans, bien loin de là. Il y a plein de raisons qui font que les enfants peuvent être trop sur les écrans, mais en tout cas, si on a moins, ne serait-ce que d'objets digitaux, donc si on n'a pas une tablette, 3 consoles, une télé dans chaque pièce et chacun son téléphone, c'est plus facile à contrôler. Et oui, je suis maman de 3 ados, donc on est en plein dedans. Et puis le dernier symptôme typique d'un encombrement digital, c'est qu'on passe trop de temps dessus. On a trop de jeux sur nos téléphones, on a trop de plateformes de réseaux sociaux. Donc en fait, on est en train d'éparpiller notre attention sur plusieurs plateformes. On multiplie les outils et en multipliant les outils, on perd du temps. Le troisième type d'encombrement préféré, celui que j'ai préféré trier, c'est l'encombrement de son emploi du temps. Alors comment savoir qu'on a trop de choses dans notre emploi du temps? Là encore, voici certains symptômes. Le premier, le plus évident, c'est qu'on a l'impression de courir justement après le temps. On a l'impression qu'on a le temps de rien faire. Non, ce n'est pas forcément juste un problème d'organisation, même si ça peut l'être, mais c'est peut-être qu'il y a tout simplement trop de choses qui demandent notre attention dans la journée. Deuxième symptôme, c'est qu'on n'arrive pas à prioriser ce qui est important pour nous. On est souvent distrait ou tout le temps distrait par d'autres choses qui nous paraissent secondaires. En identifiant nos priorités, on arrive plus facilement à identifier ce qui ne l'est pas, du coup, ce qui devient un petit peu du superflu dans notre emploi du temps, et on arrivera petit à petit à s'en débarrasser. Je vous jure, c'est possible, on y arrive et on s'en sent beaucoup mieux après. L'incapacité de trouver du temps pour nous. Alors quand je dis trouver du temps pour nous, c'est pas trouver du temps pour nous juste en tant que femme pour aller faire un massage, comme on entend souvent, il faut prendre du temps sur toi, va faire un massage, va prendre un verre avec les copines. Non, juste du temps aussi pour ne rien faire. Si on a du mal à trouver du temps pour nous seul, pour nous ressourcer, c'est peut-être qu'il y a aussi un problème de surplus dans notre emploi du temps. Un autre symptôme quand on est en famille, c'est des enfants qui n'arrivent pas à s'ennuyer. Non, ce n'est pas forcément juste un problème de caractère, de personnalité, c'est peut-être justement qu'ils n'ont pas l'occasion de s'ennuyer. J'ai fait du recrutement pendant très longtemps de nourrices à domicile ou de babysitter, et si vous voyez ce qu'on demandait à ces nourrices à domicile à faire avec les enfants une fois que l'école était finie, c'est une opinion personnelle, mais s'ennuyer, ça s'apprend. Et si on est stimulé en permanence, si on a toujours des choses à faire à nos enfants, ils n'arriveront pas à s'ennuyer. Et pour moi, quand on s'ennuie, c'est à ce moment-là qu'on a les meilleures idées. C'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, on va prendre les canapés du salon, on va prendre les oreillers et on va faire semblant qu'on est sur un bateau de pirates et on va s'amuser. C'est en s'ennuyant que la créativité commence vraiment à sortir, ça j'en suis persuadée. Un autre symptôme qui ne trompe pas quand on a notre emploi du temps trop encombré, c'est qu'on n'arrive pas à retomber sur nos pattes face à l'imprévu. C'est-à-dire qu'il y a la visite de quelqu'un, ou il y a quelque chose qui est décalé, ou on tombe malade, ou n'importe. On met plusieurs jours avant de retrouver un rythme. Là, ça veut dire qu'on n'a prévu aucun espace de battement dans notre emploi du temps.
il est plein comme un œuf. Donc forcément, dès qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, dès qu'il y a un petit problème dans l'engrenage, tout s'arrête et on met du temps avant de refaire partir la machine. Et enfin, dernier indice qui ne trompe pas. Alors là, c'est pas forcément de notre faute entièrement. Ça peut être aussi parce que chez nos amis, il y a un encombrement d'emploi du temps. Mais quand on veut voir ses amis, ses voisins, sa famille, et qu'on voit qu'à chaque fois qu'on veut mettre une date, on est obligé de s'y prendre 2 mois à l'avance, sinon on n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il y a un problème encore là d'encombrement de l'emploi du temps. L'encombrement en soi, c'est pas très grave, mais si on commence à souffrir de tous ces petits symptômes, ça nous empêche, ou en tout cas ça nous limite dans notre capacité à vivre des vies un petit peu plus sereines. Et je sais pas vous, mais moi la sérénité, le fait de me sentir tranquille et que tout est sous contrôle à peu près, je reste quand même maman de 3 enfants, et ben je trouve ça bien. Et moi c'est un de mes objectifs dans la vie de me sentir assez stimulée, mais calme. Et enfin, j'arrive sur le 4e type d'encombrement sur lequel on pourrait vouloir se pencher si on a envie de vivre mieux avec moins. C'est l'encombrement que j'appelle logistique. En gros, c'est la charge mentale. Cet encombrement, il ressemble à quoi? Il ressemble à on n'arrive pas à se poser. Alors oui, j'ai parlé d'encombrement physique qui peut nous empêcher de nous poser, mais des fois, c'est pas forcément ça qui nous empêche de nous poser, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Donc quand on n'arrive pas à déconnecter notre cerveau, là, c'est clairement qu'il y a trop de choses et je suis persuadée qu'il n'y a pas que de choses essentiel dans ce qui tourne dans notre tête. 2e symptôme qui ne trompe pas, on oublie de faire certaines choses. On a tellement de choses dans notre tête que des fois on oublie un rendez-vous chez le dentiste, qui n'a jamais oublié un goûter d'anniversaire ou de sortir la poubelle, parce qu'en fait on a tellement de choses dans notre tête que forcément au bout d'un moment on va oublier quelque chose. Donc là encore, c'est un signe qu'on n'a peut-être pas que des choses essentielles dans notre tête, qu'on a peut-être des tâches parasites, il va falloir faire le tri dans tout ça. On peut aussi avoir l'impression de mal faire les choses ou de ne pas aller jusqu'au bout, de faire un petit peu tout en même temps, de faire tout un petit peu, mais du coup, on va pas jusqu'au fond des choses. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir souvent au travail quand on nous demande de faire beaucoup de tâches à la fois, quand on a des deadlines qui arrivent là comme ça, tout en même temps, et on essaye de tout faire et on a l'impression de tout mal faire. Un autre signe qui ne trompe pas, on a l'impression de toujours être dans le coup d'après. On n'arrive pas à profiter du moment présent. Et enfin, dernier signe qui fait qu'on en a peut-être un petit peu trop dans notre assiette, c'est qu'on a l'impression d'être indispensable. Alors des fois, c'est justifié, hein, mais en gros, on a l'impression que si nous, on fait pas les choses, elles vont pas se faire. On se dit, bah non, je vais pas pouvoir m'absenter 3 jours pour aller en vacances avec des copines ou aller à cette formation-là ou j'en sais rien, prendre du temps pour moi. Parce que si je pars, tout va s'écrouler. Là, ça veut dire qu'en tout cas, il y a trop de choses pour nous, cette charge mentale est trop grande, cet encombrement logistique ne peut plus durer. Donc ces symptômes doivent nous alerter. Il est temps de se recentrer sur l'essentiel et d'enlever tout ce qui est superflu. C'est pas facile d'enlever tout ce qui est superflu parce qu'enlever le superflu, dans ce cas-là, pour moi, c'est accepter que les choses ne sont pas toujours parfaites et c'est accepter l'imperfection. Ce désencombrement de notre charge mentale ne résoudra pas tout. Le minimalisme n'est pas magique. Il ne va pas résoudre les problèmes liés au patriarcat et à l'inégalité face au partage des tâches et des responsabilités. Les solutions sont propres à chacun. Bien sûr, si vous êtes la seule personne dans votre couple à ressentir cet encombrement, ce ne sera pas du tout les mêmes solutions à mettre en place, pas du tout le même type de désencombrement à mettre en place que si vous êtes les 2 personnes dans le couple à ressentir la même chose. Quand on est tous les 2 à avoir l'impression qu'on a plein la tête et que logistiquement on s'en sort plus, forcément on met pas en place les mêmes choses. Il faut décider des tâches et des choses et des priorités et enlever ce qui doit être enlevé dans notre quotidien si on veut pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau et profiter du quotidien. Pour moi, c'était important de faire cet épisode pour vous montrer que le minimalisme, alors certes, c'est pas quelque chose de magique, mais on peut l'appliquer à tout type d'encombrement, pas que à l'encombrement physique. Donc, quand on parle de tri, de désencombrement, de minimalisme, ce n'est pas juste les objets dans notre maison. C'est aussi nos emplois du temps, c'est aussi notre charge mentale, c'est aussi notre espace digital. On pourrait en rajouter d'autres, c'est aussi nos émotions, ça peut aussi être nos relations. En fonction de votre pratique du minimalisme, il y a plein de portes qu'on peut ouvrir. En tout cas, je vous invite à être vigilante et vigilant à tous ces symptômes d'encombrement dans quelque pan que ce soit de votre vie. Et si vous avez réussi à identifier d'autres types d'encombrement, je vous invite à les partager en commentaire sur Spotify si vous avez la version premium, sur YouTube en dessous de cet épisode ou bien sur Instagram en message direct avec moi.
Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pourrez retrouver le transcript, donc avec toutes les listes que j'ai pu établir en description. Merci encore pour vos partages, vos cœurs, vos étoiles et vos abonnements sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de me soutenir et de m'aider à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Et si vous avez envie de me soutenir de manière beaucoup plus directe, vous pouvez faire un don financier à partir de 3 € sur la plateforme Ko-fi. Tout l'argent récolté m'aide à couvrir les coûts de production de ce podcast, donc merci d'avance. Tous les liens sont en description. Et si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire par email, via Instagram ou sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.